Qui a peur de OAuth 2 d'OpenID Connect? 1, 2, 3, 4. Non, toi t'as pas peur. 10. Je vais en venir. OAuth 2. Ouais, ça fait un peu flipper ce truc quand même. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire que certains vivent ici, qui vont vivre, qu'ils ont déjà vécu. Alors, n'ayez pas trop peur. Ça va bien se passer. Il y a votre chef, il vient vous voir et puis il vous dit tu vois, on a plein de produits, on a plein d'apps différentes et il y a RGPD qui est passé par là, donc mets-nous du haut, là, un petit SSO, un OpenID Connect, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis vous êtes un peu paumé parce que vous commencez à regarder des tas de docs, vous commencez à regarder des tas de vidéos, des trucs, vous pipez absolument rien. Et puis vous allez voir votre commercial de votre grosse SS2I, votre grosse ESN. Vous avez assez peur comme ça, et vous allez voir votre commercial, il vous dit, vous demandez, explique-moi OAuth 2. Puis là, il vous regarde, je vais te mettre une formation de 10 jours, tu vas voir, tu vas pleurer. Et puis, vous allez à votre formation, et là, la formation, on vous déroule tous les principes de OAuth. On vous déroule tous les schémas, tout ce qui a été fait, tout ce qui va être fait, tout ce qui est déjà en place, tout ce qu'il faut utiliser, tout ce qu'il ne faut pas utiliser. Et puis, vous mangez ça, vous mangez ça, vous mangez ça, vous mangez ça. Et qu'est-ce qui se passe à la fin, une fois que vous avez vu tous ces schémas, que vous avez vu toutes les specs? Ouais, c'est bien, mais comment je fais? Parce que ce que vous avez demandé, c'est pas de réécrire un serveur de OAuth. Ce que vous avez demandé, c'est d'utiliser l'OAuth. C'est pas pareil. Donc on va pas faire de vous les rois de l'authentification à tel point d'écrire un serveur tel que Keycloak, mais plutôt les rois de comment on va bien intégrer l'authentification. Donc pour vous guider ce soir, alors moi je suis Mathieu Pasneau, à part démonter des moteurs, dans la vie j'ai monté une boîte avec Loïc, on fait de l'authentification, mais on ne fait que ça. On fait que du OAuth, on fait pour du logiciel, pour du hardware aussi. Vous aurez l'occasion de voir ça à d'autres événements. Et on fait de la presta autour de l'authentification, mais pas de la presta de formation. On va chez les gens, on regarde ce qu'ils font, on regarde comment ils font, on regarde ce dont ils ont besoin et on les aide à faire ça. Et donc je vais être obligé quand même de faire quelques bases. Il y a 4 slides, hein. Il faut faire la lumière quand même sur quelques concepts. Le premier concept auquel faire la lumière, c'est le concept de token, parce qu'on va parler que de token, on va énormément en parler. Un token, à la base, c'est un ID unique. Alors, dans les specs de base de OAuth, c'est un UID. Pour la session, très vite, on a attaché les tokens JWT. Alors, JWT, JSON Web Token. Un JSON Web Token, on va avoir 3 types de tokens. On va avoir les ID tokens, les access tokens et les refresh tokens. On va vite fait voir à quoi ça correspond. Un token JWT, je pense que pour beaucoup vous connaissez, un en-tête, une donnée, donc c'est du JSON, et on fait des bases 64 de tout ça, donc une base 64 du leader, un base 64 de la data, on fait une signature de tout ça et on impose au bout la base 64 de la signature. Et ça donne un JSON Web Token. Génial, ça permet d'avoir des tokens signés avec des données dedans. On va voir que ça peut poser des problèmes. Ensuite, on a la notion de client, parce que dès que vous commencez à regarder OAuth, on vous parle de client, dans tous les sens. Mais le client, ce n'est pas le client que vous avez l'habitude de voir. Un client, c'est une app. Parce qu'une app, elle est forcément cliente de OAuth. C'est privé ou c'est public, les deux grands types. À ce client, on va attribuer des rôles, et les rôles, on va pouvoir après les attribuer aux utilisateurs selon ce qu'on veut leur faire ou pas. On va vite fait voir comment on peut faire ça. Et un client, alors vous connaissez tous Client ID, Client Secret, mais ce n'est pas défini que par ça, c'est défini aussi par sa redirectory et son domaine, notamment. Et pour finir, ça permet de faire l'authentification d'application. Quand votre application elle va demander au serveur de OAuth, j'ai besoin d'authentifier un utilisateur, elle va elle-même s'authentifier avant de permettre l'authentification de l'utilisateur. Pareil, on va voir ça. Et puis c'est tout. Après, je vais passer sur des cas d'utilisation. Je vais plutôt prendre les cas généraux qu'on voit régulièrement sur des prestats, de dire comment on va faire et comment on ne doit pas faire.
mais plutôt de se baser sur l'objectif de ce qu'on veut, et pas juste sur les specs de haute. La première partie, l'authentification web, on l'a tous vu, on a tous vu des tonnes et des tonnes de tutos. On fait un client public, parce que de toute façon, on ne va pas aller mettre un client secret dans une application web, parce que de toute façon, ça ne sert à rien, tant que ça ne s'appelle pas client secret. Donc, il est défini, votre client est défini par un client ID et par une redirect URI, et on va utiliser le Authorization Code Flow. Quand vous cliquez sur le bouton Login with Google, ça va charger la page de login qui provient du provider d'authentification, dans le cas Google. Vous rentrez vos logins, vos mots de passe, et une fois que c'est validé, il y a le redirect, on connaît tous. Le redirect, il est là, c'est une 302, donc votre provider retourne une 302 à votre navigateur, le navigateur redirige votre page web, et dans cette redirection-là, il y a un code d'autorisation, c'est un UID, à usage unique. C'est une session qui a une durée de vie très courte, dans l'URL. C'est l'astuce du redirect URI, c'est de passer ça dans l'URL. Et une fois qu'on récupère ce code d'autorisation-là, l'application web, elle fait un post sur l'endpoint token pour échanger ce code d'autorisation vers un vrai token d'authentification. Ça, c'est ce qui a été mis en place depuis 2011 ou 2012, parce qu'avant, il n'y avait pas cette petite étape du post, et donc on passait directement le token dans l'URL. Ça posait des problèmes au niveau des serveurs web, parce qu'on se retrouve avec des URL trop longues, mais ça a posé aussi quelques petits soucis de confidentialité des données qu'on va voir. Authorization Code Flow, c'est la nouvelle version de ce qu'on appelait avant Implicit Grant. On ne fait pas d'implicit grant. Je vais vous le répéter 3 ou 4 fois. On ne fait pas d'implicit grant. Parce qu'il y en a qui le font encore. Et donc, le redirect URI contient l'access token. Et donc, comme c'est une URL, sur le navigateur web, ça se log assez facilement. Et le navigateur web, il ne va pas vous dire que c'est une donnée confidentielle, puisque c'est l'URL. Alors en plus, si vous mettez un token JWT dedans, vous avez les données de l'utilisateur, le nom, le prénom, l'email, tout ce genre de trucs. Et quand vous intégrez des petits trackers, genre le Google Analytics, XCT et compagnie, ben, eux, ils vous disent, ben, l'utilisateur, il provient de tel endroit, donc je récupère l'URL, il a fait ça, il a cliqué sur tel endroit, donc ça, il balance. Et donc, il va balancer, tôt ou tard, votre token d'authentification. Et c'est ce qui arrive à Pôle emploi. Voilà. Donc, Pôle emploi balancer les tokens, il les balance toujours d'ailleurs. Et donc, avec l'utilisation, bien sûr, d'une méthode d'authentification qui a été dépréciée depuis 2012. Et puis comme le prestataire de service il a réussi à rentrer d'autres marchés publics, la Poste il y a le même problème. Mais ils l'ont corrigé. Donc on ne fait pas d'implicit grant. Je ne vais pas m'énerver dessus, mais à chaque fois que j'en vois ça m'agace un petit peu. Donc on ne fait pas d'implicit grant, s'il vous plaît. S'il y a l'option qui est disponible dans votre serveur d'authentification, vous l'enlevez. Il ne faut pas. La redirect URI, c'est une des pièces de sécurité. On a tendance à l'oublier, mais c'est ce qui va définir le droit de redirection du navigateur. Et vous voyez des fois quand vous commencez à titiller un petit peu certains trucs de haute, il vous dit redirect URI incorrect. Et vous vous énervez un petit peu, puis vous commencez à enlever, à mettre tout en étoile, comme ça au moins vous avez redirect URI qui est dans le marché. Et donc je vois régulièrement en prod des redirect URI sur des 127.0.01 alors que c'est d'être, des redirect URI sur des URL en HTTP, ou voire même carrément des web. Ouais, ça peut un peu péter un câble aussi, ce genre de truc. Donc là, vous ouvrez votre client à la terre entière. Donc on essaye de mettre les redirect URI vraiment pile poil par rapport à ce qu'on a besoin. Ça, c'est important. Et une fois qu'on a récupéré notre token, l'access token, on va l'envoyer dans un header authorization à chaque appel qu'on va faire à notre backend. Voilà, c'est le header authorization avec le type du token, le virage. Et de temps en temps, il y en a qui le mettent dans le cookie. Bon, je dis rien, on va voir un exemple. Ensuite, le Web Origins. Le Web Origins, c'est quelque chose que vous allez pouvoir paramétrer dans le serveur de hôte, donc vous paramétrez au niveau du front-end que vous avez, du proxy que vous allez avoir devant votre serveur de hôte. Comme on a vu que le client, l'application cliente, elle faisait un post sur /token pour récupérer un token à partir de l'Authorization Code,
Ça veut dire qu'il faut autoriser au niveau des cores de pouvoir faire un appel post depuis un domaine extérieur. Bien positionner le Web Origin au niveau de leur serveur d'authentification, c'est aussi une pièce de sécurité. Ça peut être important de le faire. Et enfin, la base URL, on vous demande de temps en temps, c'est juste l'URL root de votre application, parce que si au root il n'arrive pas à vous authentifier ou quoi que ce soit, il vous redirige vers l'URL de base de votre applicatif. Et enfin, l'admin URL, je connais quasiment personne qui l'utilise. C'est juste une URL, en général, je suis plutôt sur le backend, pour quand votre utilisateur se délogue, qu'une session s'arrête, il y a le serveur de root qui va notifier directement à votre applicatif que la session n'existe plus. Mais moi, je n'ai pas vu de gens qui l'utilisent. Et enfin, session status iframe, ça c'est surtout propre à Keycloak, le serveur d'authentification. C'est quand vous utilisez le SDK JavaScript de Keycloak, il va créer une iframe invisible dans votre page web qui va faire un check permanent au niveau du serveur d'authentification pour voir l'état de la session. Ça sert juste à ça, mais ça veut dire qu'il y a quand même des paramètres à mettre pour autoriser à mettre une iframe dans le domaine de votre application. Si l'autorisation n'y est pas, vous aurez une erreur dans la console web, mais ça ira un peu plus loin. Mais c'est quelque chose à prendre en considération. Et donc, je vais vite passer aux démos. L'idée, c'est de faire des démos. Donc, chez PleaseOpenIT, on a fait un hôte as a service. Donc, il y a une offre gratuite, donc faites-vous plaisir si vous avez besoin. Et on a accès à un Realm qui clique. Forcément, je me reauthentifie. J'ai mes clients, et donc j'ai fait un client pour vous, front-end, donc qui est un client public. J'ai autorisé Direct Access Grant, on verra après à quoi ça peut servir. J'ai pas mis l'implicit grant. Et au niveau de la redirectory, j'ai fait vraiment sur la redirectory sur mon applicatif. Et j'ai un applicatif frontal, donc c'est un truc qu'on a déployé, pareil, vous pouvez vous amuser avec, c'est playground.pleaseopenit. C'est un applicatif qui a été fait par Sébastien Blanc chez Red Hat, qui était dans l'équipe Keycloak, qu'on a déployé chez nous avec son aimable autorisation. Ça permet juste d'avoir un client web tout simple. Donc on a paramétré le serveur, l'URL, notre readMyID, la combinaison permet d'avoir l'URL du serveur d'authentification, et notre client front-end. Si je vais inspecter, on va voir les requêtes qui passent, toujours intéressant. Je clique sur Login, je suis redirigé sur la page d'authentification de mon serveur Keycloak. J'ai un user, je m'authentifie et je récupère un token qui est encodé en base 64. Au niveau du réseau, ce qui est intéressant de voir, c'est que au moment où j'ai soumis le login et le password, j'ai soumis mon login, mon password, et donc il m'a retourné une redirect 302, et dans les response headers, je me retrouve avec une location, et dans la location, j'ai ici le code qui est le code d'autorisation. Et ce code d'autorisation, c'est une session usage unique d'une durée de quelques secondes, une validité de quelques secondes. Et mon applicatif web, plus loin, il fait un post sur l'endpoint token de mon serveur d'authentification. Et si on regarde dedans, ici, il va demander à échanger le code d'autorisation avec le nom du client et la redirectory qui servent de pièce de sécurité. Et la réponse, ça va être tout ce qu'il faut pour s'authentifier. Donc un access token, un refresh token, il y a l'ID token aussi, il y a la durée de validité de la session, etc. Donc une authentification web, ça marche comme ça. Et une fois que vous avez récupéré votre access token, vous le gardez soit dans un cookie, soit juste en mémoire, et vous le retransmettez à votre backend en permanence. Voilà comment ça marche pour l'authentification web. Donc, s'il vous plaît, pas d'implicit grant. S'il vous plaît.
Alors ça marche aussi, j'ai un super exemple avec des applications qui peuvent être en mode console. Typiquement, quand vous utilisez Azure, vous téléchargez le soft qui vous permet d'avoir toutes les lignes de commande Azure. Quand vous faites un AZ login, ça ouvre votre navigateur web, et ça fonctionne comme ça, parce que l'URL que vous regardez, il y a un redirect URI, et là pour le coup, l'applicatif il écoute sur le port 8400, et il va attendre son authorization code en retour sur le port 8400. Tout simple. Donc là, c'est un cas qui justifie aussi que vous mettez un localhost en redirect URI, évidemment. Le backend. Le backend, donc on a notre front, on a notre token, génial. Maintenant, on va le balancer au backend, et le backend, il faut qu'il puisse dire le client, il a le droit, l'utilisateur, il a le droit ou pas. Le backend, c'est aussi un client d'authentification, mais c'est un client autre. On ne va pas systématiquement utiliser le même client pour les applications front que pour les applications back. C'est un client minimum confidentiel, donc avec un client ID et un client secret, ou mieux, c'est un client bearer only. Le client bearer only, il ne peut pas initier d'authentification. Il ne peut que recevoir des tokens et valider les tokens. Il ne pourra pas générer une authentification. Ça va nous donner le droit d'appeler sur /user-info. Et au niveau de votre backend, il ne va pas falloir oublier de faire le lien entre l'utilisateur que vous allez récupérer et vos données. Parce que quand vous allez déléguer l'authentification à un système comme celui de Google ou comme celui de Keycloak, peu importe, vous allez vous retrouver avec quelques portions d'informations d'utilisateurs, mais il faudra quand même lier vos données à ces utilisateurs-là pour que quand l'utilisateur se relogue, il ait bien accès à ces données. Et on va voir qu'il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Ah ouais, alors le client secret en prod, évidemment, ça finit pas dans un YAML ou dans un properties, évidemment. On l'a trop vu, beaucoup trop vu. Donc non, on évite tant que possible. Pour les démos, je l'ai fait. Je me suis auto-caché. Et donc au niveau de mon backend, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit projet en Java. Donc c'est un Spring Boot. J'ai intégré directement toute la mécanique de Keycloak parce qu'ils ont des super frameworks pour ça. On va voir. Et au niveau du code, j'ai je vais pas regarder l'application property maintenant, pardon. J'ai une API toute simple, donc un /admin/ping avec un get, donc un REST controller. Et au niveau de mon application.properties, donc c'est là qu'il ne faut pas me taper parce que j'ai mis une client secret dedans quand même, pour la démo. Je donne l'URL du serveur d'authentification, le nom du realm, donc ça c'est propre à Keycloak, hein, l'histoire de realm, mais c'est juste une seule URL. Et on va pouvoir définir des filtres très simplement, donc ça c'est Keycloak le permet, Spring Security et plein d'autres. On va dire que j'attends le rôle admin sur toutes les URL /admin/quelque chose. Si un utilisateur qui se présente avec un token n'a pas le droit le rôle d'administration, alors il sera refusé. Au niveau de mon serveur d'authentification, donc j'ai mon client qui est pas, c'est pas confidentiel, c'est consumer. Voilà, mon consumer backend. Donc c'est un client du type bearer only, donc il ne peut pas initier d'authentification. Le fait qu'il soit bearer only, dans l'interface de Keycloak, j'ai même pas l'histoire des redirects URI, etc. Ça sert à rien, il ne pourra jamais initier d'authentification. J'ai un nouvel onglet de Créer chose pour récupérer mon client secret. Et au niveau des rôles, j'ai défini un rôle admin. Donc on fait add role, non admin, termine. Mon utilisateur, donc mon utilisateur user01 que j'utilise depuis tout à l'heure, j'ai un role mapping. Dans le role mapping, j'ai mon consumer backend et je lui ai attribué le rôle admin du consumer backend. Donc, si je reprends mon playground, j'ai un token ici que je vais appeler mon URL de ping là sur mon programme Java. Donc effectivement, là pour l'instant, je n'avais pas d'autorisation, donc j'ai pris une 403. Je lui donne mon token. Il y a un petit piège en bas. Pas de retour à
j'ai un 401, mon token est expiré. Donc je vais renouveler mon token ici. J'ai le token de mon utilisateur. Normalement, si je l'envoie, voilà, le ping il dit OK parce que dans mon token d'authentification, il y a les droits d'un utilisateur qui est admis dessus. Voilà comment ça marche. J'ai un client public pour mon applicatif web, j'ai un client privé, même enfin confidentiel, mirror only, pour mon backend. Génial. L'endpoint slash user info, vous pouvez l'appeler, ça fait partie des règles de OpenID Connect et de Auth aussi. Vous appelez slash user info avec un vireur et ça va vous retourner les informations de l'utilisateur. Alors, effectivement, les infos, on va toujours vous dire, oui, mais c'est dans le token JWT. Pas nécessairement, parce qu'on peut filtrer ce qu'on va mettre dans le token JWT, d'une part, et on a vu aussi que les tokens pouvaient être un UID, tout simplement. Donc on a besoin d'appeler user info pour avoir les informations de l'utilisateur. Ce user info, alors l'endpoint, il est normé, mais ce qui retourne ne l'est pas nécessairement. Donc méfiez-vous de ça. Selon les implèmes de Auth que vous allez avoir, vous n'allez pas forcément avoir la même chose sur le slash user info. Qu'est-ce qu'il me retourne? Il me retourne un ID d'utilisateur, un ID interne, il me retourne quelques infos, le nom, le username éventuellement, et l'email. Et donc on va voir un petit truc que j'ai trouvé hier soir, tard. C'est au niveau de Grafana. Donc on est sur la dernière version de Grafana. Je vais me déloguer de partout. Donc qu'est-ce que j'ai fait au niveau de mon serveur d'authentification comme tout à l'heure, j'ai fait un client spécifique pour Grafana. Grafana me réclame un client confidentiel, donc voilà, je lui ai mis les paramètres et j'ai mis un redirect query sur mon 127.0.1 puisque mon Grafana tourne en local, tout simplement. Les paramètres que j'ai donnés au Grafana, c'est les variables d'environnement, voilà, donc j'ai pris la doc, j'ai rempli les trous et c'est tout. Et ce que j'ai remarqué, alors c'est en faisant une implème pour nous, quand je fais un sign with mon utilisateur plus OpenID, je me log, ça marche, j'ai un compte, il a automatiquement créé le compte puisqu'il existait dans le serveur de Auth, donc il arrive, il dit ok je connais pas cet utilisateur là, il fait un get sur slash user info, il récupère les infos et il se crée un compte à lui pour pouvoir stocker les données qui vont être inhérentes à cet utilisateur là. Donc j'ai bien un utilisateur avec un username qui est mon adresse mail, ça m'a pas fait tiquer au début, et je vais changer un paramètre, je vais me changer juste le thème, je vais mettre en thème like. Mais ça pourrait être, je vais créer des graphes, je vais mettre des data sources, des choses comme ça. Et je me délogue. Super. Maintenant, j'accède à mon interface d'administration de mon compte. Donc ça, c'est fourni par Keycloak, mais vous voyez très bien l'interface que c'est pour changer votre mot de passe, pour changer ci, pour changer ça. Et puis, ben, je change mon adresse mail. Parce que Keycloak me permet. Donc, je change mon adresse mail. Je retourne sur mon Grafana. Je me log. Et là, je me retrouve logué avec un autre utilisateur. Pourtant, j'ai juste changé mon adresse mail. Donc là, hier soir, j'ai commencé à flipper un peu. Je me suis mis un truc qui touche quand même dans l'histoire. Et puis, en grattant, parce que j'ai gratté quand même longtemps, j'ai fini par aller piocher dans le code source, clairement de Grafana. Et dans le code source de Grafana, il fait un extract login en espérant trouver quelque chose d'unique. Et donc il regarde si dans la donnée, la data c'est le retour du slash user info. Il regarde s'il y a un champ login. Bon, nous on a vu qu'ici il n'y a pas de champ login. Donc il regarde s'il y a un champ username. Il n'y a pas de champ username. Donc il retourne l'email. Et donc avec ce mécanisme là,
Donc ça, c'est l'implémentation, ce qu'ils ont appelé générique hôte. Si vous maîtrisez le serveur de hôte devant, que vous ne mettez pas les paramètres qu'il faut, ben juste en changeant l'adresse mail, théoriquement, vous pourriez voler le compte de quelqu'un d'autre. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est effectivement utiliser l'ID unique, mais ce que m'ont répondu les gars de chez Grafana, c'est de dire ouais, mais l'ID unique, on ne sait pas où le trouver. Ce qui est vrai, puisqu'il n'y a pas une implémentation, enfin chaque implémentation, ils font un peu ce qu'ils veulent au niveau des champs. Donc la proposition, c'est de dire on va mettre un paramètre qui va dire dans quel champ on va aller chercher l'ID unique de l'utilisateur. Donc attention à ça. Là, j'ai pris l'exemple de Grafana, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres exemples que eux, où on va dire, bah nous, on va se lier sur l'email. L'email, c'est unique. C'est vrai que c'est unique. Mais est-ce que votre provider d'authentification, il permet ou pas de changer l'email? Parce que du coup, si vous changez l'email, vous êtes toujours le même utilisateur, vous êtes le même email, vous vous retrouvez avec un environnement complètement différent. Donc attention à comment vous allez lier, sur quel champ vous allez lier votre utilisateur avec votre base interne. Vraiment attention à ça. Il y a un dernier point que peu de gens font, je ne sais pas trop pourquoi, mais ils ne le font pas, c'est comment on authentifie une API vers une autre API. Il n'y a pas de notion d'utilisateur. Je veux permettre à une API de causer à une autre. Typiquement, c'est comment je sécurise. Là, voilà, j'ai un contrôleur ici, donc ma web app parle, ici j'ai authentifié l'utilisateur, mais comment j'authentifie mon contrôleur au niveau de mon microservice? Il y a un mécanisme tout simple qui s'appelle le Client Credential Grant. Vous filez Client ID, Client Secret, et votre serveur d'authentification vous retourne un Access Token. Donc vous avez un token, il n'y a pas d'utilisateur, mais c'est un token qui est propre pour votre client. Et c'est là la petite subtilité qu'il y a de différence entre un client confidentiel et un client bearer only. Le client confidentiel, il permet de s'authentifier lui-même, le client bearer only ne permettra pas. Comment ça se passe? C'est tout simple, c'est une requête POST. Donc il y a plein de frameworks évidemment qui le font pour vous. On donne un client ID, un client secret, le grand tag client credentials, et ça vous retourne un access token. Donc j'ai encore une petite démo sur le sujet. Je vais reprendre mon applicatif Java qu'on a vu, donc qui attendait un admin sur l'endpoint admin. Et au niveau de mon serveur d'authentification, ici, je vous ai créé un client confidentiel. Le client confidentiel, il est, voilà, type confidentiel. J'ai récupéré le credentials, évidemment, et j'ai autorisé le service account enable. Si on pointe dessus, il nous dit, en gros, ça permet le support du client credentials grant. Donc c'est ce qu'on cherche à faire. Et à mon client, je vais pouvoir ajouter, comme je l'ai fait pour l'utilisateur, le rôle admin du client consumer backend. Vu que je vais rajouter le rôle admin, je reviens dans mon postman, je vais faire un post, voilà, avec mon confidential backend, mon client secret et mon grand type. Je l'envoie. Je récupère un token, un access token, on m'en a retourné un. Et donc si je l'utilise ici dans mon get, je fais send, voilà, il m'a répondu OK. Il a authentifié l'appel de l'application qui provient. Il n'y a pas de notion d'utilisateur. Dans le token, vous ne pourrez pas trouver d'utilisateur. On va même pouvoir aller voir introspecter le token. Alors ça, c'est un outil qui a été fait par Auth0, qui est absolument extraordinaire. C'est juste un... Voilà, c'est un décodeur de base 64, mais qui a été suffisamment bien fait. Et on voit très bien que, effectivement, c'est un type bearer, ça a des autorisations sur le consumer backend, mais si vous regardez dans tout le token, il n'y a aucune notion d'utilisateur, parce que c'est un token qui provient juste du client. C'est comme ça qu'on fait une authentification entre microservices.
Parce que la démarche de se dire, bon, moi j'ai toute mon infra en microservices, je fais une grosse coquille à l'extérieur qui me protège de tout ça, il arrive un moment, quand vous allez arriver à une certaine taille, vous allez être obligé d'authentifier les appels d'un service à l'autre. Parce que si vous ne les authentifiez pas, s'il y a toutes les API ont le droit de parler avec toutes les API, il va y avoir un gros problème. Et il va y avoir un autre problème, c'est que si un jour vous avez ouvert votre API vers d'autres développeurs, enfin pas juste utilisateurs, d'autres développeurs, vous autorisez des développeurs à utiliser vos API, donc soit vous ouvrez vos API à la terre entière et puis là il y a tout le monde qui tape dedans, soit vous distribuez, vous, des client ID et des clients secrets pour chacun des utilisateurs, pour chacun des développeurs, pardon, des boîtes qui développent, pour leur donner accès à votre API. Ils n'ont pas besoin d'avoir un utilisateur, ils ont besoin d'avoir un couple client ID, client secret. Dans ces cas-là, ça sert. Reste un cas que vous avez sûrement à voir, c'est dans le cas d'une app mobile ou d'une app desktop. Alors on a théoriquement deux choix, il y en a un troisième. Soit on fait de l'Authorization Code Flow, donc on ouvre un navigateur web, on a notre applicatif en local qui écoute sur un port, on récupère l'Authorization Code et après on l'échange pour un token. Alors ça marche très bien, on l'a vu avec l'applicatif de Azure. Par contre, sur un mobile, vous allez ramer parce que là, ça va vraiment être pénible. Et il y a une autre méthode d'authentification qui s'appelle le Direct Access Flow. Vous faites un post directement en fournissant le login et le password de l'utilisateur, ce qui vous permet de faire en fait vos propres formulaires de login. Alors, ça nécessite un client public, vous pouvez le faire aussi avec des clients confidentiels, hein, c'est pas le souci. Sauf que vous perdez la maîtrise du formulaire d'authentification. Mais ça peut être utile dans certains cas. Donc comment on fait? On met le client ID, le grand type c'est un type password, on donne le username, on donne le password, et forcément ça nous retourne un access token sans aucun souci. Par contre, si vous ne maîtrisez plus le formulaire de login, bon, si ça reste en interne chez vous, pas de souci. Si ça commence à être à l'externe, ça pue un peu. C'est pour ça que les Google, Facebook et compagnie n'autorisent pas le direct ground. Il y en a beaucoup qui ne l'utilisent pas. Et ça peut être vraiment pourri au niveau UX. Je vais vous montrer pourquoi. Si je repars sur ici, mon front. Là, je vais avoir un redirect qui va être fait sur la page de login. Génial, votre utilisateur il rentre son login, il rentre son mot de passe, tout va bien, ça marche. Par contre, moi sur cet utilisateur-là, j'ai activé un second facteur d'authentification. J'ai autorisé avec une clé FIDO. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il me demande de toucher la clé, je touche la clé, j'ai l'authentification. Ça, moi c'est Keycloak, c'est mon formulaire de login qui le gère. Si vous commencez à faire vos propres formulaires de login et que vous êtes obligé d'avoir des informations sur l'utilisateur, sur ses méthodes d'authentification, qu'est-ce qui se passe si vous demandez un code SMS de vérification, etc., vous perdez tout l'intérêt de décentraliser votre authentification à l'extérieur. Donc c'est pour ça que à faire, il faut le faire avec parcimonie et vraiment s'il y en a besoin. Typiquement, j'en ai eu besoin, j'avais fait un module PAM pour Linux qui permettait de s'authentifier sur une session SSH avec un compte d'un autre provider. Et j'ai utilisé cette méthode-là, parce que j'avais pas trop d'autres choix. Mais si vous avez le choix de faire autrement, faites autrement. Et l'avant-dernier point, le token exchange. Alors j'avais écrit un blog post sur le sujet, j'ai été surpris de toutes les réactions qu'il y a eu derrière, de toutes les questions qu'on m'a posées. Le token exchange, c'est comment je passe d'un token d'un provider vers un token d'un autre provider. D'où c'est venu? C'est venu que nous, on permet à n'importe qui de créer un compte ou de s'authentifier, soit avec un compte qui crée chez Plisoconic, soit avec n'importe quel provider, avec Facebook, Google. Alors pour l'instant, on a Facebook, Google, GitHub, Bitbucket, Twitter et Microsoft. On va sûrement en ajouter d'autres. Et puis, quand on a commencé à faire de l'app mobile, le formulaire de login, il ressemble à ça. Vous cliquez sur le provider qui vous intéresse. Et puis sur l'app mobile, quand on cliquait sur Google, Google nous disait « Non, moi je ne te permets pas de t'authentifier en mode web dans une web view. » Il vous l'interdit. Et quand vous posez la question à Google pourquoi, c'est juste pour une question d'expérience utilisateur.
Et il vous dit, si vous faites de login with Google dans une application mobile, que ce soit du Cordova ou que ce soit du natif, il vous demande d'utiliser les API Android ou de iOS pour aller récupérer les comptes qu'il y a en local. Génial, je le fais. Effectivement, au niveau UX, c'est super intéressant. Vous avez les comptes qui sont enregistrés sur le téléphone qui s'affichent. Vous cliquez sur votre compte, vous validez avec l'empreinte digitale ou avec le code PIN. Et en retour, l'API vous donne le token, mais le token Google. Et moi, le token Google, je m'en fiche. J'ai besoin d'un token de Monkeycloak. Et c'est là où on doit faire un token exchange. Donc, je lui dis, écoute, mon père, j'ai quelqu'un qui prend chez Google, j'ai son token, voilà son token, et échange-le-moi contre un token de chez toi. Le token exchange, il sert à ça. Il sert à passer d'un provider à un autre, là où les deux sont capables de se parler. En l'occurrence, nous, on permet le login with Google dans Keycloak, mais j'avais besoin d'un token Keycloak et pas d'un token Google. Ça peut être utile vraiment dans le cas du mobile, dans le cas aussi où vous voulez authentifier un utilisateur sur plusieurs environnements à la fois. Quand vous avez plusieurs providers d'authentification, vous voulez l'authentifier à plusieurs endroits d'un coup. Ça peut être utile. J'ai un gros blog post sur le sujet, il y a toute la doc. Je ne vais pas vous bassiner avec ça ce soir. Le refresh token. Le refresh token, c'est juste le keep me signing. La vraie chose derrière ça, c'est cette fonctionnalité-là. C'est un token d'authentification qui n'a aucune valeur auprès de votre backend. Vous ne pourrez pas l'utiliser comme Bira. C'est la chaîne qui va garder une session, pas ouverte, mais garder une session sur le serveur d'authentification. Et quand votre access token il va être expiré, votre applicatif va pouvoir redemander un nouvel access token au serveur d'authentification en lui filant un refresh token. Et si le refresh token n'a jamais été révoqué, alors ça vous retournera un access token. C'est comme ça que sur les apps mobiles, quand vous ouvrez l'app mobile, vous êtes déjà authentifié. En fait, il vous réauthentifie à chaque fois. Alors, un refresh token, ça permet donc de rafraîchir une session. Par contre, c'est juste entre le client, l'application client, donc l'application mobile ou l'application web, et le serveur d'authentification. Ça n'a pas à se promener ailleurs. Parce que déjà, c'est relativement dangereux, parce qu'un refresh token, ça permet de réinitialiser une session sans avoir les credentials. Et parce que de toute façon, personne d'autre n'en fera jamais rien. Et donc, je vais vous donner un cas typique. J'ai un navigateur web avec une app web, j'ai mon serveur d'authentification, mon refresh token, il est censé rester dans le cercle rouge, et j'ai mon backend. Et à chaque fois que je pose à mon backend, eh ben, je lui file un access token. Le refresh token, il reste là. Et donc, on a vu quelqu'un, il n'y a pas très longtemps, le retour du slash token, là où vous aviez ID token, access token, refresh token, il fait un gros pass 64 encode, il colle ça dans un cookie, super, et le cookie il est envoyé à chaque fois au backend, parce que comme l'application web, elle est sur le même domaine que le backend, et bien à chaque fois, il balançait le refresh token. Et ça, c'est la SNCF qui faisait ça. La SNCF baladait le refresh token en fait partout sur ses infras et non sur le serveur d'authentification. Alors, problème de sécurité, pas vraiment. Problème de sécurité potentiel, oui, ça c'est une certitude. Et surtout, l'intérêt de balancer un token qui fait 4 km de long, enfin, du coup un gros bas 64 encode pour aller juste chercher dedans l'access token et balancer le reste, n'a aucun intérêt. C'est-à-dire non seulement on balance trop de données, on en utilise la moitié, et dans le trop de données qu'on balance, il y en a qui peuvent être potentiellement un petit peu dangereuses. Donc attention à ce principe-là, on va utiliser les tokens qu'aux endroits où on en a besoin. On évite de les promener. Et je vais terminer là-dessus sur un truc un peu plus d'actualité. Comment on va authentifier ce qu'ils appellent les smart devices. Ils ont fait un nouveau flow d'authentification qui s'appelle Device Flow. C'est comment on s'authentifie sur un périphérique sur lequel on ne peut pas rentrer son login et son mot de passe. Une TV connectée, par exemple. Alors là, ils ont fait quelque chose c'est Microsoft qui est à l'origine de ça, ça a été approuvé par Google, ils sont en train de mettre la pression à l'IETF pour que ce soit validé. Microsoft, dans ses implémentations de haute, le permet déjà de faire ça. C'est tout simple, votre device, donc c'est un applicatif, va demander au serveur d'authentification un code unique. Le code unique, il vous l'affiche en général dans un code QR. Vous flashez avec votre téléphone et vous vous retrouvez avec le formulaire de login sur votre téléphone. Et en background,
Ce que fait le device, c'est qu'il va demander en permanence au serveur d'authentification est-ce que l'utilisateur s'est authentifié, est-ce qu'il s'est authentifié, est-ce qu'il s'est authentifié. Et quand vous validez l'authentification au niveau de votre navigateur web, bah, la page se ferme et votre TV, elle va récupérer l'access token et le refresh token évidemment, et elle va le garder pour elle en mémoire, et c'est comme ça que vous vous authentifiez sur des devices connectés quand vous utilisez votre mobile et que ça s'authentifie un petit peu par mail. J'ai vu que les pizzas étaient passées, c'est pour ça. Est-ce que vous avez des questions? Il va y en avoir beaucoup. J'ai un front qui a besoin de communiquer avec son back. Et le back va faire du machine-to-machine avec un web service quelque part. Mais je veux que l'utilisateur du front soit passé jusqu'au web service au fin fond. Est-ce que je le mets dans le token? La question, la question c'est, j'ai un front qui prend un utilisateur qui va causer avec un back, et ce back il a besoin de causer avec d'autres API, mais il a besoin aussi d'y passer l'utilisateur. La bonne méthode, c'est sur le premier niveau, il y en a certains qui font des contrôleurs, on va faire un get sur le slash user info, on récupère les informations de l'utilisateur. Et à partir du moment où on a les informations de l'utilisateur, on n'a plus besoin de balader son token. Donc là, le token de l'utilisateur, on le laisse de côté. De toute façon, il ne servira pas à autre chose. Et on va le mettre dans le reste des appels qu'on va faire vers les autres API. On donne le paramètre de l'utilisateur. Et le token qu'on va passer, c'est le token de ton backend vers les API pour authentifier l'appel qui va être fait de service à service. Mais une fois que tu as passé la vérification du token sur le premier niveau, le point d'entrée, il n'y a plus de raison de balader ton token, puisque de toute façon, s'il a été accepté au premier niveau, il sera accepté aux autres, sauf si tu as fait des droits différents. Moi j'ai un cas qui est proche, mais où en fait je ne peux pas faire confiance à un token, si tu veux, super user de l'appli, de la deuxième appli vers la première. Parce que là, c'est bien écrit en fait. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'un token pour l'utilisateur lui-même et qui n'existe que pour lui. Ne pas avoir une grande porte ouverte sur le premier serveur en fait. Je ne comprends pas tout à fait Bon, on en parlera pas. Si tu veux. Moi, c'est encore une histoire de service account. J'ai un système qui communique avec plusieurs API. Ouais. Est-ce que tu conseilles d'avoir plusieurs services accounts par API qui permettent juste d'autoriser chacune des API? Ou est-ce que vaut mieux avoir un service account qui permet d'accéder à toutes ces API? Donc, c'est un service account pour mon système. Moi, je conseille. Alors, est-ce qu'on va devoir dupliquer les services accounts en fonction des API? C'est ça la question. Ou avoir un seul service account pour toutes les API. Je vais être obligé de répondre ça dépend, même si on a une préférence très claire vers un seul service account qui va causer sur plusieurs API, parce que ton service account, rien ne lui empêche d'avoir plusieurs méthodes d'authentification. C'est-à-dire, on a vu que quand on fait de l'authentification de service à service, on attribue un client à un service, mais on peut attribuer plusieurs clients à un seul service, s'il y a besoin. J'ai pas rencontré le cas, on s'était posé la question sur une de mes dernières pastas, on a plutôt choisi l'éclatement, effectivement, mais fonctionnellement parlant, c'est pas forcément déconnant, même si c'est au sein d'un seul groupe, fonctionnellement parlant, d'avoir des clients qui correspondent à des parties, on va dire métiers, ou des parties en tout cas de code qui font des choses différentes. Par contre, le fait d'avoir, de dire, nous on a vu ça assez régulièrement, le fait de dire, bon, moi j'ai un client qui permet d'authentifier tous mes services les uns entre les autres, les uns avec les autres, c'était plutôt une manière de dire, bon, on a fait de l'authentification histoire de se donner bonne conscience. Une question, tu as dit tout à l'heure que pour le secret, il ne fallait pas le stocker dans l'application properties ou n'importe où. C'est quoi la bonne méthode, mais une bonne méthode? Alors pour le client secret, j'ai dit qu'il ne fallait pas le mettre dans le properties ou dans le YAML. Alors quelle est la bonne méthode? La bonne méthode, c'est le vault, de toute façon. Si tu commences à partir en prod, c'est le vault, c'est éventuellement la variable d'environnement. De toute façon, le vault va te remplir une variable d'environnement. Le grand danger de le mettre dans un properties ou dans un YAML, c'est qu'il se retrouve dans le code sur le GitHub. Le vrai problème, il est là. Le nombre de fois où... alors GitHub a commencé à faire un petit peu le ménage, mais pendant un temps, tu avais des robots qui parcouraient en permanence
GitHub et qui te retrouvait des client ID, des client secrets de gens qui faisaient des petits tests avec des applications Google, etc., où on se retrouvait avec la possibilité de s'authentifier sur leurs apps avec le client ID et client secret. Le grand danger, c'est pas forcément de le mettre dans property, c'est de le mettre surtout bon conf. Le grand danger, c'est ça, de toute façon, comme n'importe quel secret. Une question là sur des projets précédents dû s'authentifier avec SAML. Est-ce qu'il y a possibilité de faire un échange de tokens avec un serveur SAML? Ouais, alors Keycloak permet de faire de l'échange de tokens entre du SAML et du token type JWT, en tout cas OpenID Connect. L'implémentation, les dernières implémentations de Keycloak sont extrêmement complètes, permettent de l'interaction avec du LDAP, avec du SAML, avec des tas de choses. Et c'est pour ça que c'est énormément utilisé parce que ce sont des boîtes qui prennent du LDAP, qu'ils ont en interne depuis longtemps, ils ont des applicatifs là-dessus. Et voilà, c'est un petit peu aussi la question de sécurité en interne. Ils disent non, on ne veut pas tuer notre LDAP parce qu'on l'a monté et il est sécurisé. Donc on met un Keycloak devant qui va être capable d'aller causer avec le LDAP ou d'aller causer avec du SAML. Sinon, vous n'hésitez pas, je serai avec vous pour voir un coup.